bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce petit groupe d'amis réunis par le rugby et je suis très content d'être là avec mon cher Théodore de Saint-Rémy. Salut Théodore, comment tu vas? Ben, ça va Thierry, ça va surtout bien quand je t'entends, moi tu sais, c'est toujours un tel bonheur de participer au Pack de Potes avec toi. Bah, moi aussi j'ai la banane et je sais que toi t'es content parce que t'allais pu voir Racing gagner ce week-end, Racing où t'as joué dans les années 2000, donc on va parler de ça plus tard, on va parler de plein de choses, mais je pense que j'imagine tout de suite, là t'aimerais démarrer par le tennis, par le Roland-Garros et un certain victoire d'un certain Rafael Nadal. Oui, bien sûr, parce que comme on est des passionnés de sport et des passionnés d'émotion, on peut pas faire l'impasse sur ce 14e sac de Rafael Nadal. Je pense que bon, tous les commentaires ont été dits et on a plus de mots pour décrire le talent de ce garçon. Je pense que on a la chance d'être vivant et d'avoir des yeux et des oreilles pour regarder les performances de Rafael Nadal pendant cette période, pendant cette décennie, pendant maintenant bientôt 2 décennies. Et je crois que on touche là à ce que nous donne la passion du sport de manière la plus incroyable. C'est-à-dire qu'en plus, ce garçon qui a aujourd'hui, on le sait, une blessure quand même incroyable au pied qui aurait pu faire renoncer énormément de gens, ne serait-ce qu'à la compétition du dimanche, et ben lui, il continue d'aller empiler les grands chelems avec ça. Et ce que j'aime le plus chez lui, c'est que c'est un joueur qui respire l'humilité. Sur le terrain, c'est un warrior, c'est un battant. Et dès que ça s'arrête, dès qu'il sort de son costume de super-héros, on voit que c'est vraiment quelqu'un de bon, de gentil, qui a un mot pour les autres, qui respire la sincérité. Donc moi, je suis fasciné par la performance de Rafael Nadal. On en a un peu marre, faut être honnête, de voir Rafael Nadal gagner tout le temps. Ça manque de suspense. Mais ce qu'il fait en plus cette année avec un tableau improbable où il doit sortir Djokovic, cette dramatique en demi-finale où Zverev malheureusement se vrille la cheville dans des conditions horribles. Il arrive contre un petit peu la star montante de la terre battue qui est passé à côté de son match en finale, mais toutes les finales de Nadal à Roland-Garros, les mecs passent à côté en fait. Donc oui, merci de me donner la parole sur ce truc-là. Je suis ébloui par le talent de cet homme-là, par sa résilience, par sa force mentale et par son talent. Est-ce que tu as déjà allé en fait au Roland-Garros? Moi j'ai fait une seule fois, mais j'ai vu Venus Williams jouer et c'est incroyable en fait. Oui, j'ai eu la chance d'y aller quelques fois. J'y vais pas souvent. Je trouve aussi que le regarder à la télévision, c'est assez extraordinaire parce que je trouve qu'on profite du spectacle dans des conditions assez extraordinaires. Je suis pas un grand amateur des phases finales et des places près du terrain, mais je vais te faire plaisir. Mon rêve de tennis, c'est de passer quelques jours à New York et de me faire l'US Open en night session. C'est vraiment quelque chose que je voudrais absolument faire. C'est vraiment un rêve que j'espère accomplir un jour, parce que l'US Open au mois de septembre à New York, il paraît que c'est fantastique. J'ai vu plusieurs fois des matchs. Ils ont la culture de la night session et du spectacle aussi aux États-Unis. Ce tournoi qui est cruel aussi parce qu'il est très exigeant physiquement, sur dur. C'est quelque chose qui fatigue les organismes. Je rêve d'aller là-bas. Donc peut-être un jour tous les deux, Thierry, avec le pack de potes. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Bah écoute, on est là pour parler de rugby, mais c'est toi qui as parlé de New York. Je vais parler de New York parce que quand même il y a du rugby à New York et le fameux MLR, le Major League Rugby. Rapidement, les équipes en ce moment qui cartonnent, c'est sur un côté c'est Rugby Atlanta et Rugby New York qui sont plutôt bons, et de l'autre côté c'est des Giltinis et des Gilgronis qui sont sponsorisés par les mêmes sociétés avec des Giltinis mais des noms horribles. Donc ils sont eux sur l'autre côté, mais la meilleure équipe de ce moment, c'est l'équipe avec le meilleur nom, c'est le New England Free Jacks avec 13 victoires en 16 matchs. Tu te rappelles bien sûr que les Giltinis pour nous sont pour toujours les genoux coupables. Les genoux coupables. Giltinis, oui, pardon. Absolument. C'est une jolie blague, allez. Oui, et puis toi, alors, depuis que la fin du tournoi a sonné avec le sacre dont nous avons parlé, évidemment, on invite tous nos chers écouteurs à aller écouter l'épisode du Grand Chelem s'ils ne l'ont pas écouté, parce que là, c'était quand même les grandes émotions. Mais depuis, toi, tranquille, tu te balades au pays des stars du rugby, parce que monsieur interviewe Lénaïque Corson chez les filles, Mathieu Bastaro, Fabien Pelouse. Non mais on va où là, Thierry, comme ça va finir avec qui comme interview là?
Bah écoute, c'est vraiment chanceux. Ce monde de rugby, il est vraiment ouverte, et dans le sens que les gens, ils sont très abordables. On peut les approcher et ils sont là, ils sont présents, ils ont envie de partager parce que je pense que c'est vraiment autour de ces valeurs de ce sport-là. Et franchement, ça m'a fait du bien aussi de faire des interviews parce que parfois c'est pas toujours, tu vois, ça faisait quoi, 4-5 mois que j'avais pas fait une interview. Et il faut dire qu'avec Mathieu Bastereau, j'étais un tout petit peu crispé. C'était la première fois que j'avais pas fait depuis longtemps. Mais un monsieur charmant qui m'a beaucoup mis à l'aise tout de suite. Yannick Corson est super intelligente avec plein de sujets. Vraiment quelqu'un, je pense qu'un génie sur le sport, mais aussi elle travaille beaucoup sur le RSE aussi et sur l'environnemental. Je trouve ça vraiment chouette. Et Fabien Pelouse, c'est quand même une légende. Donc le monsieur, on a bien rigolé en fait. C'est ça qui est assez drôle dans les trois cas. Je trouve qu'on a bien rigolé. Donc c'est ça qui est chouette. Donc là aussi, nos écouteurs, si vous avez un peu de retard, vous filez maintenant, là, vous likez les épisodes, vous les écoutez, vous vous régalez, vous dites à Thierry en commentaire, mais Thierry, quel intervieweur quand même. Bah, écoute, il y a des choses qui vont venir pour le rentrer. J'ai quelques pistes pour l'instant. Je suis en train de travailler parce que tu sais quoi, il y aura le Coupe du Monde de rugby à 13, je pense qu'en octobre. Donc, je vais organiser un entretien avec quelqu'un sur le rugby à 13 pour nous parler de ce sport-là, de rugby à 13, que je connais très, très peu. Après, on va voir si Miss Corson, elle est disponible pour revenir pour nous préparer sur le Coupe du Monde des filles aussi. Féminine, ça va être chouette. Sûr. Ouais, j'ai un entretien avec un certain DJ Sanchez. Donc, si vous connaissez pas ce nom, c'est vraiment quelqu'un à connaître. Il est chou comme tout. Ça, c'est Monsieur Mêlé. Monsieur Mêlé. Voilà, c'est exactement. Et en fait, je pense que le titre de cela, ça va être l'homme qui chuchote à l'oreille des mêlées, parce que vraiment, c'est un spécialiste des mêlées et il parle avec impatience et l'amour pour les mêlées. C'est un truc, ça va être le prochain épisode. Et si on a un peu de chance, d'ici 2 semaines, on va reparler avec notre super agent, c'est Miguel Fernandez. On va parler en fait de tous ces mouvements qu'on a eu en top 14 cette saison-là. Extra, parfait. Comme ça, nos écouteurs, ils savent tout. Ils ont même plus besoin d'acheter les journaux, d'écouter la radio. Il suffit d'écouter le pack de potes. On connaît tout au rugby. Et peut-être partager aussi sur les réseaux sociaux, ça nous fait du bien. Of course. Allez, on est là quand même pour parler de tout ce qui se passe en rugby en ce moment parce qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on y va ? Bien sûr qu'on y va. On saute les 2 pieds dedans et on s'aplatit dans l'embut. Pack de potes, terrain 10. Allez, on y va pour ce final de ce Coupe d'Europe. Alors, c'était La Rochelle contre Leinster, les Irlandais qui étaient à Marseille. Un sacré match. Mais parfois, en fait, un match, quand tu le regardes, en fait, c'est où tu le regardes qui est important. Pour moi, en fait, j'étais en vacances en Italie, dans un petit endroit qui s'appelle Stressa. Et c'est bien parce que c'était un match bien stressant. J'ai pu trouver un petit pub ambiance Charlie, donc ça veut dire du rugby et du métal. C'était rempli d'Irlandais quand je suis arrivé. Et je suis arrivé à le moment où Roule marque son essai avec un super pass de Leeds. Donc La Rochelle était devant 7-6. Mais avec beaucoup d'erreurs des Français et des coups de pénalité de Sexton, il y avait un grand travail aussi de Van der Flyer avec son casque rouge. C'était 12-7 pour le mi-temps. Ça ne prend que 30 secondes pour marquer un pénalité. Donc c'était 12-10, match assez serré. Les Bleus sont assez réalistes avec 2 pénalités marquées dans les prochaines 10 minutes, mais bonne nouvelle, au moins on les a pas laissé marquer un essai. Donc on est à 18-10 à 60 minutes, un moment très très important. Et là, super le maul pour nous, Bougarit qui marque son essai 18-17. Et La Rochelle semble être dans une position de force, sauf un pénalité bête d'un deuxième ligne, carton jaune pour un petit croche-pied assez évidente. 21-17 pour les Irlandais. On est parti pour 12 minutes de stress. À partir de 68 minutes, c'était pick and go, pénalité contre les Irish. J'étais au bout de ma chaise pendant tout ce temps. Et finalement, bonne nouvelle, on marque l'essai de Ritière, un petit essai de filou, d'un ancien neuf d'ailleurs. Et on arrive à gagner ce super match, vraiment plein d'émotions. Oui, c'est plus que de l'émotion. C'était une explosion de joie qui était proportionnelle à la hauteur des pronostics qui concernaient La Rochelle au coup d'envoi. Parce que il faut quand même se rappeler que le Leinster avait étrillé Toulouse en demi-finale dans des proportions totalement inattendues. Le Stade Toulousain s'était fait dévorer, manger tout cru, je sais pas comment on peut dire ça, à la Viva Stadium là-bas en Irlande, à tel point que
Moi, honnêtement, je mettais pas tellement une pièce sur La Rochelle, pour être honnête. Et quand ils ont battu le Racing en demi-finale, j'étais désolé pour le Racing, mais je me disais finalement, aller s'en prendre 40 en finale par le Leinster, au vu de ce qu'ils ont montré contre le Stade Toulousain, c'est peut-être mieux de laisser les autres y aller. Et je pense que les Rochelais, avec Ronan O'Gara, qui connaît quand même bien le rugby irlandais et qui est leur mentor maintenant, ils ont fait ce qu'on aime faire dans le rugby, c'est-à-dire ils se sont servis que de ça, en se disant, les mecs arrivent et grosso modo, ils sont à peu près sûrs qu'ils vont gagner. Et sauf qu'au rugby, ça se passe pas comme ça. Et quand on est à peu près sûr qu'on va gagner, eh bien malheureusement, très souvent, dans ces matchs-là, on se rend compte que le petit pousset, celui à qui on donnait peu de chance, d'un seul coup se met à y croire. S'il n'est pas trop loin, le vent tourne, les autres doutent, se disaient mais merde, c'est pas nous qui devions gagner ce match-là. Paf, ils continuent de prendre des coups dans la gueule et à la fin, ils ont perdu. Donc, c'est ce scénario magique, moi, que j'adore au rugby, et franchement, le rugby est le sport roi pour ça. Et c'est cette espèce de cycle de la confiance un petit peu excessive qui te met en haut et qui te renvoie tout en bas parce que tu perds juste après, qui en fait un sport extraordinaire. Et d'ailleurs, là, ils jouaient ce week-end dans leur championnat semi-européen, la Celtic, contre Glasgow. Ils leur ont passé 70 points à Glasgow. Donc, je pense qu'ils étaient quand même extrêmement vexés d'avoir perdu contre La Rochelle. Ouais. Et en fait, ce que j'adore dans cette équipe de La Rochelle, c'est vraiment l'idée, c'est la fraternité qu'on voit. Et je trouve que c'est pas toujours chaque équipe, en fait. Mais là, quand ils marquent un essai, et c'est quelque chose, et c'est pas juste cette année non plus. Je me souviens, ça fait depuis, moi, je trouve que, moi, je regarde vraiment depuis que Victor est arrivé. Et j'adorais toute sa première année. Quand il marquait, en fait, il sautait dans les bras des uns des autres. Ils étaient vraiment contents. Et on voit un camaraderie avec cette équipe qu'on voit pas forcément ailleurs. Et je trouve ça vraiment chouette. À La Rochelle, il y a tout. Il y a tout ce qui fait les grandes épopées du sport. La Rochelle, moi, quand j'étais au Racing dans les années début des années 2000, on les jouait en Pro D2. C'était un club de milieu, fin de Pro D2, un peu comme nous, un peu meilleur sur la fin, etc. Et puis, ils sont portés par la vision d'un mec qui s'appelle Vincent Merlin, qui est leur président, qui est un type qui croit en son étoile avec ce club de rugby depuis le début, qui a construit pas à pas sur la base d'un club assez solide, mais qui avait une petite réputation de club bon teint, bien géré, qui a un beau stade, Marcel de Flandre, pas loin de l'océan, qui a une petite identité comme ça. C'était pas un club qui était fait pour être champion d'Europe. Donc, ils en ont fait un club champion d'Europe à la faveur d'une transformation de ce club-là en machine à gagner, qui est assise sur plein de choses. Assise d'abord sur un public qui est hyper fidèle. Ils jouent à guichet fermé tout le temps à La Rochelle. Oui, surtout important. Ils ont fait un recrutement très intelligent depuis pas mal d'années, avec une grande stabilité dans l'effectif. Notamment voilà, Aldrit, bon, Arthur Rétière qui s'en va, mais qui est un joueur redoutable, qui a joué à l'aile pas mal, mais qui joue effectivement numéro 9 aussi. Romain Sazi, le deuxième ligne, plus des joueurs derrière. Ils ont été chercher très intelligemment notre cher Brice Dulin, qui était au Racing et qui a fait aussi la joie de l'équipe de France. Donc, ils ont un socle extrêmement costaud de gens qui jouent effectivement comme des copains. Et je pense qu'ils capitalisent énormément là-dessus. Et après, ils ont été mettre de la bonne gestion qui permet de recruter des grands joueurs qui arrivent, qui consolident l'édifice. Et ce sont des gens qui croient en leur étoile. Ils ont été très progressivement à monter dans la hiérarchie du rugby français et européen. Cette année, sur le papier, ils peuvent faire le doublé. Hein. Ils peuvent nous faire une Stade Toulousain, puisque le top 14, on va en parler après, n'est pas encore terminé. Donc, c'est aussi, je pense, un hommage à des gens qui ont cru dans ce projet avec une vision durable des choses. Ça s'est pas fait en 5 minutes. Ça fait 20 ans qu'ils bossent, les gens de La Rochelle. Donc, c'est pas du tout un hasard. Et ça, c'est remarquable. Et dans le sport business, où on croit que tout s'achète en 5 minutes avec des millions, bah, on se rend compte qu'en fait, faut être humble aussi. Et cette victoire-là, inattendue, sur le pré, bah, en fait, peut-être que les seuls qui y croyaient, c'était eux. Et ils nous l'ont montré. C'est magnifique.
Il faut être humble, mais aussi on a le droit de faire la fête quand ça arrive, parce que là, apparemment, c'est avec des photos qu'on voit de tous les supporters là qui étaient en train d'accueillir leur équipe gagnée après, pendant quand ils sont revenus à La Rochelle, c'est quand même extraordinaire. Mais je pense que tu vois, on aurait dû sauter dans la voiture pour aller là-bas pour faire la fête avec eux. C'était tellement cool. Déjà, La Rochelle, c'est vraiment une ville qui est magnifique. Je sais pas si tu Tu allais connais. une fois, c'était génial. Ouais. Moi, tu vois, j'ai un souvenir, comme je connais bien l'Ouest là-bas. La dernière fois que j'y étais, figure-toi que c'était pour regarder dans un pub la demi-finale Angleterre-Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde 2019. Quand on a, c'est là-bas que je l'ai vu, parce que je devais être en vacances ou au week-end, je me souviens pas les dates. C'est un port un petit peu comme le vieux port de Marseille, mais plus petit, plus ramassé, avec une belle baie au milieu, plein de bars et de restaurants autour, des bâtiments magnifiques, une ville qui s'étend un petit peu derrière. Et donc, ce lieu-là, il est fait pour faire la fête. Et là, quand tu les as vus arriver sur le bus à l'Impérial avec le port entièrement rempli de supporters, je pense que c'est comme un petit peu quand Clermont avait été champion en 2010, tu sais, le fait que sur la place de Jaude, les mecs avaient sauté en l'air, ça avait été enregistré sur les enregistrements sismiques, où ils surveillaient l'activité des volcans en Auvergne. Mais je suis sûr que là aussi, ça a été enregistré sur les mouvements sismiques, c'est pas possible autrement. Ça fait rêver de voir ça, tout simplement, et on voit à quel point le sport, quand on y croit comme ça, et Dieu sait que parfois on a des défaites, alors on est déçu, on est triste, mais on continue d'y croire. Puis à chaque fois, il y a une petite couche qui se rajoute dans la passion pour son équipe. Et là, c'est l'ultime délire. Les mecs arrivent, ils sautent dans l'eau du port, ils sont sur le bus impérial. Et qui aurait pu dire il y a 10 ans que La Rochelle allait être sur la carte des clubs champions d'Europe? C'était tout à fait improbable. Donc, c'est ce qui fait rêver, en fait. C'est ce qui fait rêver dans le sport. Et d'autant plus aller battre des Britanniques un peu trop sur d'eux et à Marseille, et puis les battre en leur mettant 3 essais à 0 quand même sur la finale, parce qu'il n'y a pas photo in fine. Le score est serré, mais les Irlandais n'ont pas marqué d'essai. Donc, moi, je suis admiratif, très très heureux pour eux. Je pense que peut-être que c'est une des plus belles victoires du rugby des clubs français sur la scène européenne, tant elle est inattendue, tant elle récompense aussi un petit club qui s'est construit tout seul sur une période relativement longue. Vraiment, chapeau aux Rochelais, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. On peut que se réjouir pour eux. Bah écoute, une chose, c'est sûr que j'ai beaucoup aimé ce match, j'ai beaucoup adoré cette victoire, j'ai adoré les fans, bravo les fans, bravo pour cette équipe de La Rochelle. Et aussi, j'adorais, le truc que j'adorais le plus, c'est Danty, que quand il y avait le ballon, il visait Sexton, mais un truc de dingue, et il allait comme une balle, pour rentrer directement. Méthode, hein, ouais. Il fallait leur rentrer dedans, en fait, et c'est ce qu'ils ont fait quand même vraiment remarquablement. Ils n'ont pas douté, ils n'ont pas écouté ce qu'on disait d'eux. Eux, ils n'ont pas regardé les pronostics, ils se sont posés aucune question. Ouais, donc c'est ça qui est génial. Ouais, donc grand bravo à eux. Allez, bonne nouvelle aussi qu'il y a une équipe française qui a gagné le Challenge Cup, et donc c'était Lyon qui a battu Toulon 30-12. J'ai pas vu ce match-là, mais il me semble qu'ils ont bien géré une équipe de Toulon qui quand même a eu un démarrage difficile cette année, mais avec beaucoup de leurs stars qui sont revenus vers la fin de l'année et qui sont bien remontés dans le top 14. Mais bon, on va parler un peu plus tard, mais qui se finissaient en deuxième pour ce Challenge Cup. Donc bravo à Lyon. Oui, c'est sympa pour le Loup aussi. Un petit mot sur eux, parce que le Loup, c'est aussi un club qui se structure depuis la même période. Je parlais tout à l'heure de début des années 2000. C'est pareil. À l'époque, le Loup, c'était une équipe ambitieuse de Pro D2. Et tu t'en souviens aussi, puisqu'à l'époque, tu habitais à Lyon. Et tu étais même venu me voir quand j'étais venu jouer. Je t'ai vu, je suis venu te voir jouer. Ouais. C'était superbe. Je me souviens, t'avais une belle percée. Et j'étais là, ouais. Ouais, je m'en souviens. Ils ont quand même franchi des étapes énormes, le Loup. Ce que je trouve, ce qu'ils n'ont pas du tout réussi à faire pour l'instant, c'est d'accrocher un vrai facteur sympathie au-delà de leurs fans. Et je pense que La Rochelle a réussi à faire quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde aime un peu cette équipe de La Rochelle. Je pense que c'est pas encore le cas pour le Loup. J'ai ma petite idée là-dessus, et je pense d'ailleurs que leur choix de s'appeler le Loup et de prendre l'image d'un loup avec les yeux rouges est une très mauvaise idée, parce que je trouve que c'est une image qui n'attire pas la sympathie. Et si j'étais leur conseil en marketing, j'aurais des choses à leur dire là-dessus, je pense. Mais je ne le suis pas.
Bah écoute, moi perso, j'aime bien Lyon, j'aime bien le Loup, je trouve ça pas mal. Mais aussi, je pense que, pour être honnête, que Mathieu Bastereau a passé, je pense que ça a augmenté en fait, le côté sympathie pour moi perso, parce que ça va donner une autre raison de suivre cette équipe-là. Donc bravo quand même pour Lyon pour ce Challenge Cup. Hier, en fin de ce championnat top 14 pour aller en play-off, il se passait quand même une sorte de super Coupe d'Europe, puisque Lyon recevait La Rochelle, donc les deux équipes qui ont été titrées sur la scène européenne française. Et en fait, d'une certaine manière, la logique a été respectée, puisqu'en toute fin de match, c'est La Rochelle qui est gagnant et vainqueur de la grande Coupe d'Europe, qui a battu Lyon, qui était vainqueur de la petite. Et donc, ils seront pas dans les 6 cette année. Et vraiment, c'est passé à un souffle, puisque à la dernière minute, ils pouvaient passer devant avec un essai. Et l'ailier Arnold, il s'est cassé la gueule devant la ligne. Et il a fait tomber le ballon, alors que normalement, il allait marquer. Donc, c'est très cruel quand même pour les Lyonnais. Ils ont un titre européen, mais ils seront pas en play-off. Ouais, dommage. Bah écoute, de grandes nouvelles aussi, c'est que l'année prochaine, the EPCR, the Champions Cup and the Challenge Cup, ça va quand même changer de visage. C'était annoncé la semaine dernière qu'en fait, il y aura beaucoup de Soudaf qui vont venir. The DLH Stormers, the Bulls, the Sea Sharks qui vont apparaître dans le Heineken Cup. Et après, il y aura des Emirates Lions from Johannesburg qui vont être là dans le Challenge Cup. Quelque chose qui était, j'ai envie de dire, un peu en surprise quelque part, je sais pas, parce que les réactions étaient assez négatives, je dirais, par rapport à ça. Par exemple, le président de La Rochelle ne me semble pas trop fan. Et par exemple, Lenny Corsen, donc notre invité récemment, a dit aussi, bah écoute, juste l'empreinte carbone sol de toutes ces équipes qui doivent prendre l'avion, c'est un bon raison de dire non. C'est vraiment bon, tu sais, quelquefois on dit le coup de gueule de Théo, hein, mais c'est maintenant là. C'est lamentable. Vas-y. Pour moi, c'est lamentable. D'abord, c'est complètement débile parce que cette compétition était une Coupe d'Europe et je vois vraiment pas ce que viennent foutre des équipes d'Afrique du Sud en Coupe d'Europe. C'est ridicule, donc ça dénature fondamentalement cette compétition, mais de manière absolument incroyable, parce que on va se retrouver avec demain les Stormers qui vont être champions d'Europe. Ça n'a aucun sens. Donc déjà ça, c'est complètement débile. Ensuite, c'est sur le plan effectivement climatique et de l'empreinte carbone, c'est lamentable. C'est un message absolument lamentable de faire prendre l'avion, de faire traverser tout le continent sud-africain à des équipes dans les deux sens pour une compétition dont finalement le but, puisqu'il n'y aura plus d'identité, va être uniquement d'être champion d'un machin. Et ce machin, qui sera même plus une Coupe d'Europe, sera juste quoi ? Un truc qui dégage un peu plus de droits télé. Donc c'est une pure histoire de pognon, une histoire de pognon qui n'a ni queue ni tête. Et je suis écœuré, mais vraiment écœuré que les autorités du rugby aient cédé à ce genre de sirènes qui vont à l'encontre de tout le bon sens. Mais il n'y a pas un truc pour trouver ça bien, pas un seul. Voilà, donc je suis absolument dépité. On peut presque dire que La Rochelle aura gagné la dernière Coupe d'Europe, parce qu'après c'est plus une Coupe d'Europe, c'est un machin. Et je trouve, si tu veux, que on est tellement souvent ébranlé par le fait que ce sport est enraciné dans les territoires, enraciné dans les clubs, dans les régions, dans les provinces, et en particulier de l'Europe. On le voit avec la puissance des 6 nations où ils ont voulu aussi un moment mettre l'Afrique du Sud. Peut-être qu'ils y viendront. C'est débile. Ce sont des compétitions territoriales. On a la chance de pouvoir de temps en temps rencontrer. Les tournées sont faites pour ça, les super coupes exceptionnelles, etc. sont faites pour ça. Mais ça n'a aucun sens. J'espère même que ça va foirer parce que je trouve ça tellement lamentable que pour l'instant je suis dans le déni, j'arrive même pas à y croire. Ouais. Les deux choses qui me gênent le plus aussi, on va pas parler pour les joueurs, c'est beaucoup de trajets aussi, c'est fatigant, et j'ai juste l'impression que en fait ils ont parlé à personne. Et parce que si des présidents, par exemple, si on parle de NFL, il y a tous les owners of the NFL, tous les gérants de chaque équipe, ils se mis ensemble pour décider qu'est-ce qu'on fait avec l'année. Et je trouve ça bizarre que ils annoncent ça comme ouais, c'est une bonne nouvelle, et d'un coup il y a une grande réaction négative des certains présidents. Donc je suis assez surpris. Bon, on aura du temps pour parler de tout ça parce que je pense qu'on n'est pas fini. ça démarre juste. J'aimerais bien, on a parlé de Lenny Corsen, j'aimerais bien parler de women's rugby pour un petit instant.
Notamment parce qu'il y avait le championnat de France d'élite 1 en féminine qui était gagné par Stade Toulousain, qu'ils ont gagné 16-10 contre Blagnac. Et est-ce que tu sais, Théo, la première chose que quand tu tapes Toulouse-Blagnac, c'est quoi qui arrive sur Google? Oh, sans doute l'aéroport. Oui, je savais pas. En fait, je savais pas. C'était deux villes qui étaient côte à côte comme ça. Bah oui, Toulouse et Blagnac, c'est vrai que c'est un petit peu ridicule qu'il y ait deux villes aussi proches qui soient en finale. C'est un peu étrange, pas ridicule, c'est pas le mot, mais c'est un petit peu étrange. Mais ça prouve aussi l'enracinement du rugby dans ce territoire toulousain. Ouais, et donc j'étais un peu surpris par contre de ne pas avoir un petit mot dans l'équipe le jour après. Bon, il y a quand même the Pacific Four Series, donc c'est Canada, USA, New Zealand, Australia en fait qui jouent une petite compétition entre eux pour se préparer pour le Coupe du Monde féminine. Donc bon, juste si vous avez envie de regarder, ça serait bien pour vous préparer aussi pour ce Coupe du Monde qui va venir en octobre. Donc Canada, malheureusement, ils ont gagné contre mes Américaines 36-5. C'est Nouvelle-Zélande qui ont battu 23-10 les Australiennes. Il y a encore 4 matchs à regarder, donc à suivre ce Pacific Four Series. Et en d'autres nouvelles pour le rugby féminine, bonne nouvelle, Harley Davidson, qu'on connaît très bien qui est arbitre, elle va, for the first time, lead an all-female officials. Donc, ça veut dire que ça va être toute une équipe de femmes qui vont être arbitres pour un match de hommes. Ah, pour quel match? C'est Portugal-Italie cet été. Donc, c'est une équipe féminine qui vont... ouais, c'est génial, je trouve ça chouette. Extra. Dans autre news, il y a Massy qui a gagné en national pour passer en Pro D2. On a des copains là-bas chez Massy et on les fait des sites. Assez sympa aussi de voir à la fin des enfants qui donnent des médailles à des joueurs. C'est vraiment très chou le rugby quand même parfois. Oui, il faut surtout saluer que cette équipe de Massy a eu un petit peu de mal à se maintenir en Pro D2. C'est pas la première fois qu'ils y montent. J'espère que cette fois sera la bonne. Le travail qui est fait par ce club sur le sud de l'Île-de-France est tout simplement extraordinaire. Ils ont sorti des joueurs en grand nombre qui ont rejoint les clubs du top 14 et l'équipe de France pour un certain nombre d'entre eux. Et là, ils ont battu Soyo Angoulême après cette défaite d'Albi en demi-finale. C'est un parcours sans faute sur la saison. On espère beaucoup qu'ils vont avoir les reins suffisamment solides pour se maintenir l'année prochaine et puis s'ancrer de manière un peu définitive dans le paysage de la Pro D2 au nord de la Loire. Je pense que on sait à quel point le rugby aussi est un sport intégrateur et fédérateur en Île-de-France. Il y a pas mal de clubs comme ça. C'est un exemple pour tous les clubs qui se donnent un mal fou pour faire jouer tous ces gamins. Et on voit que Massy a de nombreux joueurs issus de son école de rugby dans l'équipe première. Donc un grand coup de chapeau à ce club de l'Essonne qui est au top cette année. Oui, et un petit coucou à Lionel et à Seb, des amis de Massy là-bas. Donc bravo à Massy. Donc on parlait Pro D2. J'aimerais bien parler du match, en fait, du final de Pro D2 pour avoir accès au top 14. C'est un match que j'ai regardé. Il y avait un incroyablement engagé ce match-là entre les deux équipes. Il y avait des batailles dans les rocks, mais très très rugueux. Franchement, je valide les styles des mecs de Marsan avec leur barret et tout ça au début de match. Il y avait un troisième ligne avec une barbe, mais épique. Mais malheureusement, le style, ça donne pas de points. En fait, c'est le 8 Bayonne qui est marqué au début. Rémi Baget, je trouve ça un super nom français. Il a échappé des hommes des abeilles. Il marque son premier essai aussi dans le match. Le 14 Bayonnais, il fait des raffus de dingue. Ensuite, quand même, Mont-de-Marsan, ils ont pu marquer un essai. À mi-temps, c'était 20-10 pour Bayonne. Mont-de-Marsan qui essaie de marquer un essai et sort avec que 3 petits points, mais ça réveille les Bayonnais. 52 minutes, franchement, il faut regarder cette action. C'était vraiment une super action collective. Ça finit par un carton jaune pour les noirs et jaunes et un essai pour le talonneur. Et je pense que j'avais l'impression qu'ils ont presque assommé toute l'équipe avec cette action-là. C'était 30-13 avec 60 minutes. Le stade était déchaîné. Les Bayonnais, ils ont vraiment fait un petit coup de pied à suivre pour le 13. Et voilà, en fait, à partir de là, le match était fini. Ça finit 49-20. Et voilà, Bayonne qui revient dans le top 14. Oui, juste un an après y être descendu, dans un match épique contre le voisin de Biarritz, qui lui-même fait l'ascenseur dans l'autre sens. Donc, on voit que les deux clubs basques n'étant toujours pas assez, intelligents pour unir leurs forces et avoir un grand club basque sur la carte du rugby européen, ce qui serait évidemment la solution d'avenir, ils font l'ascenseur un peu bêtement.
mais quel dommage, franchement. Allez, on passe au top 14. Donc moi, j'étais super content parce que je passais pas le lundi. J'avais toute la journée dimanche pour regarder du rugby. Bah non, en fait, il y avait 7 matchs qui passaient en même temps. À 21h, il y avait les 7 matchs. Donc je comprenais pas de tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont mis ça? Puis tu vois, aux États-Unis, on regarde du foot américain, de NFL. Ça commence à 13h30. Et en fait, ça finit. Le dernier match, c'est à 21h. En fait, tu as au minimum 12 heures pour aller dans un bar et manger des wings et boire des bières. Et là, franchement, j'avais tous les 7 matchs en même temps. C'est normal, ça? Oui, mais vous êtes des adeptes de l'autoroute quand nous aimons les petites routes. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que là, si on veut avoir une vision dramatique et romantique, il faut que tout se passe en même temps, que tu puisses passer de l'un à l'autre. Et d'un point de vue télévisuel, effectivement, le rugby ne pèse pas assez lourd pour que 14 matchs, enfin que 7 matchs puissent avoir lieu en même temps. Donc, on fait un multiplex où tout le monde s'éclate beaucoup pendant 2 heures, avec beaucoup d'émotions réunies. Mais effectivement, ça s'étale pas sur toute la journée. Oui, en fait, c'était assez marrant parce qu'on regardait son multiplex. Déjà, je trouve ça chaud parce que tu vois beaucoup de petits bouts de plein de matchs. Mais en fait, il faut dire que quand même, j'ai beaucoup apprécié. Et donc, pour être honnête, j'ai adoré vers la fin. Je dis oui, ok, qui passe, qui passera pas. Ouh, il y avait beaucoup de suspense aussi. Tu as déjà parlé de Lyon, La Rochelle. J'ai passé un bon moment aussi. C'était que 2 heures. Je voulais mes 12 heures de rugby, mais quand même, j'ai passé un bon moment. Est-ce que tu peux eu 2 heures, mais c'était très intense. Ouais, est-ce que tu peux nous expliquer alors qui passe et comment, qu'est-ce qu'on va voir pour ces playoffs? Le scénario final, d'abord parlons de ceux qui sortent, parce qu'il est cruel pour 3 équipes. Lyon, on en a parlé. Toulon qui est allé perdre au Racing en faisant un match. Moi, j'ai eu la chance d'y être. C'était vraiment super sympa. Un match très disputé, un match sympa, assez enjoué. Ils viennent perdre en ayant mené pendant 60 minutes et ils perdent 21-16 à la fin. Donc, ils sortent. Et puis Clermont, qui est quand même une équipe qui nous a pas habitués à être en dehors des phases finales ces 10 dernières années, qui est dans une période de transition. Pour Clermont, c'est match d'adieu à Morgan Parra qui a profondément marqué l'histoire du club et aussi à Camille Lopez qui a tenu la baraque en 10 pendant une dizaine d'années. Donc, ces 3 équipes-là, elles viennent échouer aux portes des playoffs. Elles tombent avec les armes, malgré tout, puisque Clermont n'avait plus son destin en main, a battu Montpellier, mais sort quand même, parce qu'il était trop mal classé pour y être. Le Loup perd vraiment dans les ultimes secondes, aurait pu gagner, donc ça passe à rien, et Toulon aussi n'était pas loin. Donc il y a eu de la dramatique pour ces 3 équipes. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Castres qui finit premier de la phase régulière, ce qui est quand même incroyable. Castres, c'est un village, pour ceux qui connaissent, c'est une petite ville, donc là ils ont vraiment pris l'image du village gaulois. Ils n'ont pas perdu de la saison chez eux, etc. Ils vont être durs à aller chercher, franchement, en demi-finale chez eux parce que ils seront intraitables. Ils finissent premier, juste derrière Montpellier, avec toujours ce problème un petit peu, à mon avis, d'image et d'affection vers cette équipe, mais grande régularité sur la saison. Incroyable parce que Bordeaux et Toulouse, qui tutoyaient les sommets en début de saison, qui se partageaient la première place, finissent 3e et 4e. Donc, ils reçoivent, Bordeaux va recevoir le Racing qui est 6e et Toulouse va recevoir La Rochelle. Et on a donc quand même des phases finales fortement indécises entre des équipes qui ont toutes beaucoup d'arguments. Celui qui est un petit peu le petit poucet là-dedans, c'est quand même le Racing qui a plus galéré cette saison, mais attention, le Racing, je trouve, est capable de tout, avec des ressources incroyables, des joueurs incroyables derrière aussi. Quand même encore Teddy Thomas, Juanimov, Max Spring, le petit arrière qui avance sur la pointe des pieds, et puis Nolan Le Garec, qui est peut-être le futur grand numéro 9 du rugby français après Antoine Dupont, qui empile les performances incroyables. Donc, pour moi, la semaine prochaine, on va y voir clair avec déjà 2 très beaux barrages, Bordeaux Racing et puis Toulouse-La Rochelle. Franchement, Toulouse-La Rochelle, c'est une affiche de rêve. Là, il y a quasiment tout le 15 de France sur le pré. Et puis ensuite, Castres qui recevra le vainqueur de Bordeaux Racing et Montpellier qui recevra le vainqueur de Toulouse-La Rochelle en demi-finale. Et puis la finale au Stade de France.
Oui, donc Toulouse-La Rochelle, déjà, ça c'était le final l'année dernière. Ça, c'est le match à pas rater. Franchement, ça va être superbe. Après Bordeaux-Bègles, Racing, oui, ça va être chaud. En fait, c'est difficile. Je suis un peu fan de toutes ces équipes dans un sens aussi, parce que je suis fan de rugby français. Donc, mais ouais, j'aimerais bien voir, Racing et La Rochelle passer. Donc ça c'est mon avis. On va faire des ennemis à Toulouse malheureusement. En fait, je voulais dire un petit mot pour USAP. Donc franchement, ils ont fait un super match contre Bordeaux-Bègles. Moi je trouve qu'ils ont plutôt bien, pas forcément réussi. Ils étaient 13e sur 14, mais quand même c'était pas une mauvaise année. C'était pas une année comme Agen on a vu l'année dernière. Donc dommage de les voir. Bon, ils doivent faire leur match de barrage contre Mont-de-Marsan. J'espère réellement que puisse passer. Aussi, on a un copain là-bas avec Didier Planin. Donc, mais la bonne nouvelle aussi pour le USAP, c'est que leurs espoirs, en fait, ils ont fait 19 victoires en 19 matchs. Donc peut-être l'avenir serait un peu mieux pour cette équipe de USAP. Oui, je pense que l'USAP a de très bonnes chances de s'en sortir face à Mont-de-Marsan en barrage. Je suis assez optimiste, d'autant plus que ils sont sur une dynamique positive. Ils viennent de battre Bordeaux-Bègles, c'est quand même pas rien pour la confiance, alors que Mont-de-Marsan vient d'en prendre 50 contre Bayonne, ce qui est pas rien non plus contre la confiance. Donc je pense que le match de barrage va être intéressant, mais je mets une pièce sur le maintien de Perpignan. Ouais, j'espère bien. Écoute, merci pour tout ça. Je trouve que c'était sympa de revenir sur tout ce magnifique rugby. Ça me fait vraiment plaisir de te parler, mon Théo. Oui, c'était génial, vraiment. Le temps file entre les grandes compétitions de l'équipe de France. Parfois, on n'a pas assez le temps de faire ces bons moments, comme au comptoir, comme avec tous nos écouteurs. Là, la pression descend tranquillement. On regarde le match qui s'étire, et puis on en reprend une, et on est toujours aussi content de discuter. Allez, pour le rappel, les 2 prochains épisodes pour nous, ça va être des interviews avec DJ Sanchez, l'homme qui chuchote au mêlée. Et le deuxième, normalement, par rapport à tous ces transferts, tous ces mouvements qu'on a eu cette année dans le top 14 avec Miguel Fernandez. Donc, je vous invite de revenir et bien sûr à partager sur les réseaux sociaux. Et j'espère de te reparler d'ici un petit mois où on va être en fait en Japon. Pas réellement, pas nous, mais l'équipe de France. Oui, et puis avant, on va quand même se parler des barrages, des demi-finales et de la finale. On va quand même faire un petit épisode top 14, Thierry. Oui, c'est une bonne idée, ça. Bon, ça me paraît quand même absolument obligatoire. Allez, mon grand Théo, c'est un plaisir de te parler. Allez, salut, bye bye, on embrasse tout le monde, tous les écouteurs et notre cher Charlie aussi. Ciao. Ciao, ciao.